Bonjour les internautes. Alors aujourd'hui, déjà je suis désolé pour ce petit silence, j'ai eu pas mal de soucis personnels donc aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte et je vais commencer déjà par le parcours de l'équipe officielle. Voilà, après je referai une vidéo un peu plus courte parce que je ne connais pas beaucoup sur le parcours non officiel, mais là aujourd'hui ça va traiter sur l'équipe officielle. Donc je vais commencer déjà par une petite histoire sur les transgenres. Il faut savoir que les transgenres existent depuis pas mal d'années, même de siècles, déjà en Amérique. Donc les autochtones, ils prenaient le rôle du troisième genre, donc le nôtre. Ça s'appelait les berdaches, mais c'est un terme péjoratif pour les hommes assignés à la naissance. Et les femmes assignées à la naissance aussi. Voilà, donc le terme berdache est une origine américaine et il prend plutôt ses racines en Europe, bien sûr, pour toutes les tribus autochtones et non reconnues transgenres. Donc il faut savoir que la personne transgenre a été découvert par un jésuite missionnaire du nom de Joseph-François Lafitau avec les Iroquois, et il a observé que des femmes avec courage et viril se vantaient elles-mêmes de leur profession de guerrier, ainsi que des hommes assez lâches pour vivre en tant que femmes. Voilà son résumé. Ensuite, en Asie, ce sont des prostituées homosexuelles et transgenres qui participaient à des processions de chant, de danse et portaient des costumes, parfois des vêtements femmes, en s'appropriant les symboles féminins. Donc en Europe, dans la Grèce antique, ça s'appelle la Phrygie. Et plus tard, dans la République romaine, la déesse Cybèle, qui était vénérée, qui était donc transgenre, qui était castrée. Voilà. En Afrique, ça existait aussi. En Amérique centrale, au Mexique, aux États-Unis, il faut savoir que Joseph Lobdell, pendant la première guerre civile, plus de 2000 femmes ont enfilé des vêtements hommes pour se battre en tant que soldats, comme Albert Caché, c'était un androgyne en 1895 de New York. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'après ça serait bien sûr trop long à vous expliquer. Donc je vais commencer aussi par donc le début du parcours officiel. Donc le début du parcours officiel, bien sûr, il faut aller d'abord se renseigner dans les associations gays, lesbiens, transgenres qu'il y a normalement un peu partout en France ou dans vos villes, ou si vous habitez à la campagne dans des villes, dans des grandes villes, et sur des sites internet, sur Google, tout le monde sait servir de Google, vous tapez transgenre, site transgenre, et vous verrez, il y a des listes de transgenres. Ensuite, il y a bien sûr sur YouTube des personnes transgenres qui expliquent très bien leur parcours. Je pense encore à Alex GLRD qui explique très bien son parcours et très bien les difficultés engendrées par les prises d'hormones et toutes les vies de transgenres et tout ce qu'on peut entendre sur les transgenres. Une fois que vous êtes sûr de votre dysphorie de genre, parce que maintenant on l'appelle ça comme ça, avant 2010 et avant que le transgenre ne soit plus reconnu comme handicapé mental, et oui, parce qu'avant 2010 nous étions reconnus comme handicapé mental sur le nom de syndrome de Benjamin. Donc maintenant c'est une dysphorie de genre. Une fois que vous êtes sûr et certain de votre choix, de votre état, que c'est vraiment ce que vous êtes, vous vous êtes reconnu dans les divers témoignages que vous avez lus sur les sites. Donc il faut que vous alliez voir un psychologue ou un psychiatre, ce qui est vraiment important pour le début du parcours, déjà pour s'enlever d'un poids de culpabilité qu'on a, et pour après, parce qu'après nos changements physiques et niveau pilosité et voix sont vraiment assez perturbants, parce que on a vécu pendant un certain temps dans un corps qui certes n'était pas le nôtre, mais le corps que nous allons avoir et qui commence à se dessiner, à prendre forme, parce que vous avez enfin décidé à franchir cette étape
qui est une étape importante parce que vous avez enfin décidé de prendre votre vie en main. Sachez qu'il y a quand même 17% en France de transgenres ou de personnes transgenres qui mettent fin à leur jour. Donc une fois que vous êtes certain de votre parcours, de votre identité, il faut aller voir un psychiatre. Mais pour ça, vous avez besoin d'abord d'écrire une lettre. Et oui, je sais, c'est comme ça. Il a besoin d'avoir, au départ, avant de vous donner un premier rendez-vous, des informations sur vous. Donc ces informations, elles doivent être personnelles, sincères, mais il ne faut pas trop en dire. C'est-à-dire que si vous avez fait des tentatives de suicide ou des scarifications ou autres parce que vous n'étiez pas bien dans votre peau, évitez d'en parler au premier rendez-vous. Une fois que vous aurez établi ce premier rendez-vous, cette première lettre, il va falloir donner bien sûr acte de ce premier rendez-vous. Donc ce premier rendez-vous se passe, je ne connais pas toutes les villes, mais les plus importantes c'est Lille, Marseille, Lyon, Paris bien sûr, et je pense Strasbourg, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce premier rendez-vous, il faut bien sûr lui parler de votre mal-être d'être dans un corps qui n'est pas le vôtre, hein, bien sûr, mais sans tomber dans le mélodrame. Alors bien sûr, ces séances vont être pénibles parce qu'elles vont vous faire raviver beaucoup de souvenirs, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et il va vous demander, pour les personnes qui ne sont pas majeures, l'accord de vos parents. Ce qui est, je pense, tout à fait normal parce que c'est un parcours long, pénible, dur psychologiquement et physiquement, parce que la prise d'hormones n'est pas sans effets secondaires. Et puis pour les personnes qui sont majeures, il va vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, de faire le coming out envers votre famille. Voilà le premier rendez-vous. Alors le coming out pour la famille, il faut prendre le temps d'y réfléchir parce que moi je l'ai fait crûment. J'ai annoncé à mes parents comme ça sur Skype parce que on habitait à l'époque loin l'un de l'autre. J'étais à Paris et lui et eux étaient en Lorraine. Donc le premier coming out, c'est réfléchir, c'est soit vous écrivez une lettre et vous la laissez en vue à vos parents, soit vous avez le courage de vous confronter à eux et d'expliquer sans vous énerver, ce qui est difficile, que votre corps n'est pas le vôtre. Une fois ça est fait, vous avez un deuxième rendez-vous avec un psychiatre pour confirmer donc cette dysphorie de genre et convenir d'un troisième rendez-vous avec les parents. Voilà. Donc ça se passe bien ou ça se passe mal. Moi ça s'est très mal passé, mais je ne m'étalerai pas là-dessus parce que pour l'instant c'est pas le sujet. Une fois que ce premier rendez-vous et ce deuxième rendez-vous ont été pris et que la confirmation de votre dysphorie de genre a été actée et confirmée par ce premier psychiatre, il vous donnera donc un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, un quatrième rendez-vous avec lui, et puis un premier rendez-vous avec un autre psychiatre pour qu'il confirme sa première analyse et que vous êtes bien en dysphorie de genre. Voilà. C'est le parcours officiel du début. Une fois que ce deuxième psychiatre a confirmé cette dysphorie de genre, généralement il la confirme parce que le premier psychiatre qui a l'habitude de voir des patients comme nous ne se trompe rarement dans son jugement. Donc une fois cette étape passée, pardon, excusez-moi, mais
j'ai du mal. Une fois cette étape passée, vous devrez prévoir une demi-journée. Pourquoi cette demi-journée? C'est pour faire passer des tests psychologiques. Alors rassurez-vous, ça n'a rien d'angoissant, ça n'a rien d'avilissant. C'est juste pour confirmer que vous êtes apte psychologiquement à prendre vos décisions par vous-même et à comprendre et savoir les parcours et les étapes dont vous allez subir après. Voilà. Et que vous êtes bien apte psychologiquement. Ça n'a rien d'insurmontable. Il faut le faire sincèrement, calmement. Et puis à la fin de cette demi-journée, donc vous avez rendez-vous avec un ou une psychologue pour analyser ces résultats, qui seront retransmis par la suite à votre premier psychiatre, celui qui va vous suivre une bonne partie de votre parcours. Voilà. Donc une fois que ce psychiatre qui vous suivra jusqu'à la première opération sera dévoilé, il vous convoquera donc pour analyser et vous parler des résultats et de la suite des opérations. Alors encore une fois, il faudra faire preuve de beaucoup de patience, parce que dans cette suite de confirmation, une fois que tout sera passé, donc les tests, le deuxième psychiatre, une équipe de chirurgiens, endocrinologues, ces deux psychiatres plus la psychologue vont se réunir pour vous planifier le commencement de l'hormonothérapie. Une fois que cette étape sera validée, et c'est souvent le cas parce que ils auront vu les tests, ils auront parlé déjà beaucoup de fois avec nous, ils auront des avis et puis ils vont entamer, donc ils vont commencer cette hormonothérapie. Alors l'hormonothérapie, c'est bien sûr avec un endocrinologue qui fait partie de cette équipe officielle, parce que je vous le rappelle, aujourd'hui je ne parle juste que de l'équipe officielle, qui va mettre en place, avec l'accord donc de cette collégiale de médecins et de psychologues, un document pour que tous vos soins et vos futures opérations soient pris en charge par votre sécurité sociale ou celle de vos parents. Voilà. Comme vous n'aurez rien à payer, sauf les billets de train, si vous devez prendre un train ou un bus ou une voiture. Voilà, ça c'est la seule chose qui sera à votre charge. Donc une fois que tout ça est fait, pour la prise d'endocrinologie, il y a une deuxième réunion, après bien sûr beaucoup d'autres rendez-vous avec votre premier psychiatre, celui qui vous suit. Il va falloir prévoir votre première opération, donc la mastectomie. Et pour ça, ils vont encore se réunir pour voir si, avec l'endocrinologue, vous supportez bien les hormones. Vous n'avez pas fait d'excès, bien sûr que ils vous le diront, tout ce qui est hashish, alcool, autres drogues et bien sûr le poids sera important à prévoir, parce que niveau chirurgie, c'est lourd, c'est irréversible et c'est minimum 2 à 3 heures d'anesthésie générale, donc d'endormissement. Donc si vous êtes grand consommateur de cigarettes, comme je l'ai été, ou alcool ou autre drogue, il faut quand même que vous pensiez à commencer à diminuer. Je dis pas arrêter, parce que pour beaucoup c'est juste impossible, c'est des niveaux de stress incroyables, c'est une attente incroyable, c'est des conflits, que ce soit avec des amis ou la famille, qui n'en finissent plus. C'est le fait de dire qu'on ne supporte plus notre prénom et qu'on voudrait absolument que les autres nous appellent par notre prénom, notre nouveau prénom masculin ou féminin. Donc tout ça, ça va mettre
notre organisme et notre psychisme un peu à mal. Je dis un peu, je suis poli. Sans compter que les hormones, enfin je parle pour ceux qui prennent de la testostérone, il y a des changements qui vont se voir et se faire sentir au bout du deuxième ou troisième mois, c'est-à-dire que la voix va commencer à muer, donc on va rechoper une voix d'adolescent qui va faire des et les muscles qui vont nous faire mal parce que les muscles qui vont changer, qui étaient féminins vont devenir masculins. Inversement, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas vécu le cas. Donc une fois que ces débuts, cette collégiale de chirurgiens et psychologues auront validé la première étape de l'opération, donc la mastectomie, les rendez-vous chez le psychiatre vont se faire plus espacés parce qu'on va bien sûr en avoir moins besoin vu qu'on va être arrivé avec l'accord des opérations, donc ce qui veut dire que notre dysphorie a été reconnue, qu'on a été reconnu et qu'on est lancé dans le parcours. Enfin, il faut pour ça que vous sachiez que les hormones, que ce soit des oestrogènes ou de la testostérone, c'est à vie. Parce qu'une fois que nous aurons fait donc la mastectomie, qui va nous enlever déjà une partie des hormones féminines, puis ensuite l'hystérectomie, parce que maintenant c'est peut-être plus le cas, mais quand j'ai commencé mon parcours, il fallait absolument faire l'hystérectomie pour pouvoir changer notre identité face à un tribunal. Donc une fois que la mastectomie et l'hystérectomie seront faites, notre corps ne produira plus d'hormones féminins, donc c'est un danger pour le corps. Donc l'hormonothérapie sera à vie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop long, et puis à la prochaine vidéo. Au revoir les internautes.